Aujourd'hui, dans Hors du ring, je reçois un invité au parcours puissant, Eprem Baricot, double champion de France de boxe, poids moyen, mais j'ai surtout la chance de recevoir un homme qui a transformé son parcours personnel en force sur le ring. Dans cet épisode, on parle bien sûr de son arrivée en France à l'âge de 8 ans, de son chemin pour devenir boxeur pro, mais aussi de ce fameux combat intérieur. Parce que derrière chaque combattant se cachent des blessures, une part sombre, des doutes et parfois même une quête de guérison. Bonjour Eprem, Bonjour Mathilde. merci d'avoir accepté cette invitation dans Hors du ring. Alors tu t'appelles Eprem Baricot. Je suis champion de France du coup catégorie moyen, des 72 kg 500. Et donc en gros je suis double champion parce que j'ai défendu ma ceinture une deuxième fois. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour arriver à être champion de France? C'est un parcours de vie, je dirais. Euh, donc aujourd'hui moi j'ai 28 ans, j'ai une fille qui a du coup bientôt 7 ans et du coup également je suis marié. Donc c'est un cheminement de plein de choses qui nous emmène à cette ceinture. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai commencé la boxe moi en 2016. Donc j'ai fait de la boxe thaï un petit peu. Et après j'ai arrêté pendant du coup 4 ans dû du coup à ma situation familiale. Et j'ai repris du coup la boxe en 2021. Donc je suis actif depuis 2021 en faisant du coup mon parcours amateur en 2 ans. En 2022, donc fin 2022, donc je passe professionnel et j'enchaîne du coup mes combats en montant classement par classement et en faisant du coup tous les tournois professionnels qui m'ont amené du coup à cette ceinture de champion de France. T'es né où exactement, Eprem? Moi, je suis né à Brazzaville, donc au Congo Brazzaville, donc à la République démocratique du Congo, en 1997. Et je suis arrivé donc en France à 8 ans. C'était en 2005. Tu te souviens du moment précis où t'es arrivé en France? Je me souviens, donc j'ai un petit peu du coup des anecdotes et je me rappelle également du coup de comment s'est passé mon voyage. Euh, C'était un voyage assez rapide et je me rappelle, je crois qu'on m'avait isolé du coup de la famille pour que personne soit au courant que je voyage et pour que ça reste du secret. Et que ça, je me rappelle un petit peu que j'ai hébergé du coup chez une famille. Pourquoi je me rappelle? Parce que c'était une période qui m'a fait beaucoup mal. Pas que je me suis retrouvé du coup tout seul pendant du coup 2 semaines. Et après j'ai Oui. voyagé et je me rappelle du coup de l'avion, des secousses, parce que la première fois que je prenais du coup l'avion et quand j'ai atterri du coup en France, nouveau monde, nouveau monde. Donc je me rappelle de toutes les belles choses que j'ai vues pour la première fois. Donc maintenant c'est devenu anodin, mais de l'autoroute. Mmh. Bon, chez nous du coup il y a pas vraiment, il y a des routes, mais pas comme du coup en Europe. Ça, il y a des endroits, mais c'est toujours du coup cabossé, etc. Donc c'est pas vraiment pareil. Donc je Mmh. me rappelle de ce souvenir-là de l'autoroute et de l'escalator, de l'ascenseur, du décor qui était beau. Et pour moi c'était une première. C'était la première chose qui m'a choqué. Également du coup de voir autant du coup de personnes blanches parce que chez nous il y en avait pas du tout. Et c'est en France que j'ai découvert du coup les blancs, parce que je connaissais pas au Congo. Donc on regarde à la télé, mais d'en voir en vrai, c'était quelque chose, oui, de surprenant et c'était beau et c'était des beaux souvenirs. Comment t'as vécu ton arrivée dans l'école, par exemple? Comment ça s'est passé pour toi? Un décalage total. Je suis arrivé, moi, c'était pendant les grandes vacances et tout de suite, du coup, j'ai pris l'école en septembre. Un grand décalage parce que je suis arrivé dans une école où j'étais le seul noir. Donc là, fallait s'intégrer, s'imprégner du coup rapidement socialement. Et c'était pas difficile. J'étais plus un petit peu la coqueluche où tout le monde venait prendre des informations et voilà. Donc fallait que je trouve ma place. C'était pas négatif justement, mais juste trouver mes marques et pas servir de coqueluche quoi. Je dirais ça. Parce que
Tu atterri où? À Blois, c'est ça? J'ai atterri à Blois, du coup, c'est dans la région centre, dans le Loir-et-Cher et mon école, ma première école, c'était Marguerite Audoux, je me rappelle et c'est juste que oui, dépaysé de tout et c'est les souvenirs que j'ai, pas négatifs, mais donc à cet âge-là, donc j'avais 8 ans, donc on n'est pas vraiment négatif, mais juste, je trouve pas le mot, mais on veut découvrir. Donc c'est plus ça que je ressens, sentiment des autres. Ils voulaient savoir du coup d'où je venais et du coup j'étais le seul noir et je m'étais habitué rapidement. Mais la première fois, ouais, ça fait bizarre de rentrer dans une école où c'est l'inverse de ce que tu retrouves chez toi au Congo. Comment t'es venu à la boxe? Par l'école justement ou totalement, par un autre moyen? Un autre moyen, à l'école, donc nous, c'était un éducateur qui nous a poussés vers le foot. Donc j'ai commencé par le foot, Mmh. j'en ai fait pendant 10 ans. Mais j'avais des règles d'enfance, enfin des rêves d'enfance. Donc je voulais un faire l'armée, donc ça je l'ai pas fait et 2 je voulais toujours pratiquer du coup des arts martiaux. Parce que nous au Congo, on consomme beaucoup, du moins à l'époque, des cassettes, de films d'action. Van Damme, Jackie Chan. Donc on a grandi dans ça et je voulais plus ou plus ces manières de combattre. Donc j'ai commencé par le foot, donc tout se passait bien. Mais je grandissais, plus je sentais en moi qu'il manquait ce facteur d'accomplissement, heu, de me sentir fort. Donc ça a commencé comme ça, donc dès que j'ai eu 18 ans et je me suis dit: «Je vais faire mes propres choix et je vais essayer, de faire quelque chose que moi j'ai envie de faire». Donc mes parents ils étaient pas, d'accord, mais avec du coup l'âge et l'affirmation, donc c'est comme ça que j'ai débuté en faisant du coup de la boxe en boxe thaï. Et en même temps boxe thaï. Et vu que je voulais un sport assez complet qui me permettrait, excusez-moi, de pouvoir me défendre. Donc j'ai commencé par la boxe thaï et dans le même club, il y avait la boxe anglaise. Donc bah, j'ai fini par faire les 2 et mon coach de boxe thaï du coup a arrêté et je me suis mis à 100 en anglais. D'accord. La première fois que tu as mis les gants, qu'est-ce que tu as ressenti justement, vu que tu as été bercé par tous ces films, quand tu étais gamin? De l'humilité parce que c'est pas, la même chose que je voyais, aux écrans. Donc où tu ouvres la salle, tu vois plus ou moins des personnes qui boxent, qui maîtrisent leur art et toi tu viens tout débutant et tu mets les gants mais tu sais pas quoi faire. Donc tu es obligé de te faire petit et pour pouvoir du coup apprendre. C'est le sentiment, qui me reste. Est-ce que tu avais, est-ce que tu avais quelque chose à prouver À ou prouver pas du non, pas tout? Ou forcément. c'était vraiment Non, non, c'était à prouver à moi-même. Pas forcément, au mmh monde ou aux autres, mais c'était de prouver à moi-même que je pouvais être fort, enfin, puisque du coup, il y a cette force à l'extérieur et ce sport que tu ne connais pas. Donc en gros, à l'extérieur, bien sûr, je me battais et que je gagnais mes combats, mais dans un cadre sportif, c'est là où que je voulais du coup me challenger parce que tu peux être fort dans la rue, mais pas fort du coup dans le sport de combat. Et c'était du coup ce combat intérieur avec moi-même et cette quête de pouvoir me dire: «OK, je suis fort et j'ai le même niveau que les personnes qui pratiquent». à quel moment t'es passé du, «Je m'entraîne» à, «Je m'engage»? Pas forcément la première semaine, mais les jours qui ont suivi. Parce que tu rentres, tu connais pas, tu boxes avec tout le monde. À l'époque, c'était tout mélangé. Tu prends des coups, tu rentres chez toi, tu as beaucoup de frustration et tu pas envie de continuer et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fais du coup, dans la salle?» et peut-être que dehors, je le battrai. Donc en gros, bah, tu as plein de dilemmes comme ça, mental et de frustration et il faut aller puiser du coup au fond de soi pour pouvoir trouver le pourquoi. Donc bah, c'est ce pourquoi-là qui m'a fait en sorte que je m'engage. De me dire: «OK, je me challenge à atteindre leur niveau». C'était mon engagement. Et et tu l'as fait tout seul au démarrage pour justement comprendre cette frustration et la calmer? Ou tu as été Ouais, bah, je accompagné l'ai par un faite, préparateur mental?
Non, bah non, j'étais jeune à l'époque, j'avais 18 ans. Donc non, non, c'était vraiment Mmh. tout seul. C'était vraiment tout seul parce que il fallait que je trouve une nouvelle voie. Et de toute façon, tous ceux qui boxent, ils ont leur pourquoi qui leur fait continuer du coup ce sport-là. Donc j'ai trouvé assez tout seul et je sentais également que j'avais des outils pour pouvoir progresser. Donc il y avait ce challenge de OK, je pars de zéro, mais du coup, faut que tu progresses. Donc c'était plus cet engagement-là que j'avais avec moi-même, la progression. OK, et comment, justement, tu as réussi à calmer cette frustration tout seul? Tout seul, je dirais que c'était difficile. Après, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Tu as aussi l'ego, qui rentre en jeu. C'est que tu te fais un petit peu tabasser et t'as pas envie du coup d'être, l'homme un petit peu faible et cetera. Donc ouais, il y a plein de questionnements, pas forcément, je dirais intellectuels en termes de réflexion, mais plus, instinctif et humain simplement. Où Mmh. tu te fais du coup, tabasser, mais tu dis: «Non, faut que je reparte et faut que je progresse et il faut que moi aussi j'ai son niveau». C'est plus cette recherche-là de questionnement que j'ai pu trouver, mais Mmh. en soi, j'avais pas d'outils à cette époque-là pour pouvoir, faire autrement. Quand est-ce que justement tu as eu un basculement où tu as pu avoir des outils ou voir les choses différemment? Quand j'ai commencé à passer mes diplômes, d'entraîneur. C'est à partir de ce moment-là où j'ai beaucoup plus de recul, sur le sport. Parce que j'ai pratiqué donc 1 an de 2017 à peu près à 2018 et j'arrête et après derrière, bah, je fais mes formations pendant 4 ans et c'est là où du coup, j'ai appris le savoir, vivre, le savoir-être, ce cadre de pouvoir du coup éduquer, transmettre. Donc automatiquement, j'ai eu beaucoup plus de recul et grâce à mes formations, je m'entraînais également en tant que boxeur, sans pratiquer. Et c'est ça qui fait, ma force aujourd'hui, c'est que j'ai très peu d'années de boxe, mais beaucoup de savoir. Aujourd'hui, tu es prof de sport dans une école, c'est ça? C'est bien ça, donc j'ai peaufiné, en ces années-là, toutes mes formations pour pouvoir du coup être, prof de PS au sein des écoles et donc entraîneur de boxe également, au sein de la structure et en ayant de presque toutes les formations de la fédération de boxe, en passant du coup de l'handibox à prescrit du coup, boxe. Sport carcéral, donc j'ai, peaufiné mes connaissances et ma sagesse pendant ces 4 années-là et c'est ce qui me rend aussi atypique par rapport aux autres boxeurs et de mon histoire. C'est là que tu cherches la transmission et or que moi du Mmh. coup, j'ai goûté un petit peu au sport et après je me suis formé. Bah, en fait, je voulais plus boxer du tout, donc je me suis formé pour pouvoir transmettre et après, bah, je suis revenu, dans le sport en pratiquant. D'accord, mais j'ai l'impression que la transmission, c'est hyper important, pour toi, tu en parles beaucoup. Est-ce que, pourquoi tu as autant envie de transmettre? Est-ce que tu avais une image d'Épinal dans la tête quand tu étais enfant et qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens comme une mission, comme une mission, c'est justement? Je le sens un petit peu au fond de moi depuis que je suis petit et surtout, j'ai beaucoup eu le sentiment d'avoir grandi, seul, enfin, que j'ai grandi seul. Donc j'avais mon père qui est parti très tôt et la séparation également due avec ma mère. Donc j'ai grandi en trouvant mes propres outils et en me faisant éduquer par la famille et également par les personnes, du dehors et je me suis toujours dit que, tout ce que j'ai pu emmagasiner en termes de science et de sagesse, de pouvoir du coup le transmettre. Donc ça vient un petit peu de là, des blessures que j'ai eu du coup à apporter et que, je vais du coup, éviter aux jeunes de pouvoir du coup les avoir et également le questionnement de mon propre éducation, un petit peu à l'africaine qui est un petit peu dure, prennent plein du coup d'humilité et de pudeur et il y a des choses qu'on n'aborde pas et justement, bah, ça bloque un petit peu également, chaque individu à pouvoir, grandir, pleinement. Donc c'est un peu mon identité, qui m'a poussé à ça
et aussi très tôt, quand j'étais, dans l'adolescence, avec des propres éducateurs qui me disaient: «Tu as la fibre, d'avoir ce poste-là». Tous ces petits facteurs et ces petits mots m'ont tout de suite orienté, à me dire: «OK, bah, je veux transmettre». C'est super parce que, je t'écoute parler et je trouve ça, très beau ce que tu es en train de dire, surtout que, tu mets le doigt sur des choses que peu de boxeurs ont ont envie de dévoiler, que mais Non, non, j'ai je l'impres suis je suis d'accord, mais bah, j'avais un mot que j'ai lu ce matin, c'était, être soi-même, et c'est vrai que c'est pas évident, et c'est un combat, constant, en fait, de pouvoir, enlever ce voile. Après c'est récent, mais des questions que tu auras à me poser, quand j'étais jeune, j'aurais pas pu les répondre. C'est qu'aujourd'hui, il y a mmh, aussi cette recherche de guérison, de pouvoir, s'asseoir du coup à la table de mes parents, dire des choses que je pouvais pas dire. Bah, tout ça, ça apporte la sagesse et ça apporte la maturité, tu te sens plus à l'aise et plus apaisé. Donc je pense que ceux qui pointent du doigt des choses plus facilement, c'est que derrière, bah, ils ont eu à trouver, leur propre réponse et leur guérison. Donc c'est ce que je suis. Donc en gros, bah, j'ai une facilité à parler de mon histoire, de ce que j'ai pu vivre en Afrique, des complications que j'ai pu également du coup vivre en France, et ce qui me rend authentique, et dans la transmission, c'est important. c'est bien, tu as raison parce que c'est vrai que, toi, tu as eu le courage, hein, parce que c'est du courage de regarder, ses blessures en face, c'est jamais très, très confortable. Mmh. Justement, il y a beaucoup de boxeurs, je trouve, qui confondent, qui pensent que s'ils parlent de leurs blessures, en fait, c'est qu'ils sont faibles. Alors que pas du tout. En fait, chacun porte des blessures en soi, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Il y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Notre mental, il est comme ça. On a des blessures, on a de l'ego et il faut le vivre le plus sereinement, possible et le chemin vers la guérison, dont tu parles est super intéressant, je trouve parce que qu'il y ait Bah, pas eu de moi communication dans tes familles et que tu cherches justement à guérir ces blessures, c'est super courageux. juste, je vais rebondir parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et c'est souvent le pourquoi du boxeur également. Cette partie sombre un petit peu, qu'on a au fond de soi, c'est ce qui nous maintient à pouvoir boxer, c'est ce qui nous maintient à avoir ce côté, bien sûr, c'est le sport, mais ce côté animal et ce côté où on extériorise du coup nos émotions et sentiments. Mais, mais en gros, une fois que tu atteins un stade, en fait, bah, tu deviens plus fort et plus dangereux pour, en fait, tes adversaires. Parce que tu es totalement aligné, parce que en tant que combattant, il faut ce facteur, rage et ce facteur pourquoi. Mais après, plus tu boxes et plus tu, as de l'expérience aussi, plus il y a ce fait de pouvoir, rencontrer tout le monde aussi, bah, ça t'enlève un poids qui fait en sorte, bah, que tu deviens plus fort en assumant du coup tes émotions, tes doutes, après ça aussi, ça fait partie du cheminement mental, d'un préparateur mental qui t'aide à pouvoir, déconstruire pour pouvoir du coup être mieux. Mais aujourd'hui, par contre, moi, je trouve pas de pudeur ou de honte à pleurer, devant mon boxeur, parce que j'ai fait la projection de mon film, la semaine dernière. Donc ouais, j'ai fondu en larmes, Mmh. mais mes larmes avaient du sens. C'était pas du coup des larmes de faiblesse. Mais aujourd'hui, bah, ça n'enlève pas à ma personnalité tout ce que j'ai accompli en tant que boxeur, quoi. Donc oui, c'est le cheminement que tout le monde doit faire, mais en même temps, c'est un moteur. Moi, je trouve que quand on apprend à se connaître, eh bien, on renaît parce que on connaît ses faiblesses et on connaît ses forces et accepter ses faiblesses, c'est développer sa force. Et plus tu apprends à connaître, bah, on a tous une part d'ombre, comme tu disais tout à l'heure, on a tous une part d'ombre, donc elle fait partie de nous, hein, c'est comme le yin, le yang, le jour, la nuit, et cetera. Il y a toujours un opposé à un autre. Mais quand on accepte ses parts d'ombre, quand on accepte ses blessures et entre guillemets «ses faiblesses» qui ne sont pas des faiblesses, qui est juste de la vulnérabilité, quand on arrive à comprendre tout ça, finalement on avance 10 fois plus vite et surtout on se libère. Est-ce que Exact. toi tu l'as vécu comme une libération? Moi, je l'ai vécu comme une libération.
et parce que, j'ai beaucoup eu également le syndrome du sauveur, enfin le syndrome de l'imposteur, Mmh. autant pour moi. Mmh. Heu, je me voyais pas forcément légitime à avoir du coup ce rôle de transmettre. Donc c'était vraiment aussi un cheminement de d'avoir du coup ce poste-là que j'ai aujourd'hui et de pouvoir du coup, transmettre des choses. Donc ouais, ça m'a permis de me libérer et le mot, c'est de pouvoir du chercher l'authenticité des choses. Heu j'ai un ami qui parle d'une phrase, heu: «Tout le monde est champion, peu importe ce que tu as accompli, que ça soit des bonnes ou des mauvaises choses». En fait, bah, c'est une leçon pour une autre personne. Est-ce qu'il y a un combat, on va parler de ton parcours maintenant. Est-ce qu'il y a un combat où ton mental a fait vraiment la différence? Ou si tu avais pas eu de préparation mentale, tu penses que tu te serais, que tu aurais pas gagné? Moi, j'ai 2 réponses à ça. Je pense que la préparation, mentale que j'ai eu à faire, lors de ma carrière professionnelle, qui a duré, Mmh mh. 4 mois, elle ne me Mmh. sert pas lors de mes combats. Mmh. Elle me sert du coup, en dehors du ring, dans ma vie au quotidien Mmh. et mon côté mental quand je boxe, bah, c'est toute mon histoire. Je donne du D'accord, sens du coup à mes combats parce que, je cherche du coup à transmettre dans mes combats et du coup, je trouve cette transcendance, cette combativité à pouvoir du coup boxer, pour pouvoir du coup laisser une empreinte et inspirer du coup les jeunes et du coup, la phase où d'accord, du coup mais la préparation mentale m'aide à l'extérieur, c'est sur un équilibre avec les autres. C'est les outils de, gestion de stress, visualisation, positiver, chercher du coup, un ancrage. Mais du coup, ouais, j'ai 2 réponses à apporter à ta question. d'accord, mais si elle t'aide vraiment dans le quotidien, est-ce qu'elle fait pas de toi un meilleur boxeur quand tu es sur le ring? Exact. Si on parlait, juste il y a quelques minutes de, l'authenticité et de paix et de renaissance. C'est du coup depuis que je renais, en fait, bah, tout est aligné en moi. Donc, j'ai pas besoin, d'en faire plus entre parenthèses pour pouvoir du coup aller, chercher un état, de grâce ou de combativité. C'est qu'en fait, bah, je me connais, je sais pourquoi je boxe et pourquoi je le fais et que ce que je dois construire autour pour que ça puisse m'aider du coup à atteindre ma mission. Donc ouais, bah, les outils de préparation, mentale, bah, c'est le quotidien. C'est même dans le ring, bah, c'est le quotidien. Je vois pas ça comme un plus dans ma prépa et je l'incorpore tout le temps dans la journée, auprès des jeunes. Je Oui, te mais ça laisse, a transformé ta vision des choses quand même un petit peu. exact, oui, Ça a transformé ta vision. exact. Mais c'est vraiment ancré en moi, ce que je dirais. Qu'est-ce qui a été flagrant, où tu t'es dit, quand tu as travaillé avec ton préparateur mental, qu'est-ce qui a été flagrant pour toi en te disant: «Ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça, je comprends mieux maintenant pourquoi je réagis comme ça»? Est-ce qu'il y a un truc que tu pourrais nous partager où ça a été vraiment, ça t'a été d'un éclairage, incroyable? De dire les choses, en toute sécurité auprès d'une personne. Donc ça, c'est déjà positif déjà. Parce que souvent on a un petit peu cette pudeur à pouvoir, dire les choses ou on se confie mais toujours avec des petites miettes qu'on ne dit pas forcément. Donc là, bah, il y avait cette confiance qu'on a créée ensemble où je me suis totalement libéré et déjà ça fait du bien et une personne qui te décrit les choses autrement, donc qui apporte du coup sa vision, dans ton propre cheminement de guérison. Donc c'est pas lui qui fait en sorte que tu puisses du coup, trouver, cette, guérison. Mais c'est toi-même naturellement. En fait, bah, plus tu parles, plus tu trouves des outils, intérieurs et des outils, mentaux qui te permettent de pouvoir, guérir et trouver cette lumière. Donc ouais, je dirais, il y a ce facteur-là qui m'a beaucoup aidé. Je suis très, très, introverti justement et je garde beaucoup en moi et ce côté boxe m'aide du coup à pouvoir, extérioriser du coup mes émotions et le fait de pouvoir, apprendre à dire les choses,
Ça m'a transcendé, en tant que boxeur et en tant que C'est super parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boxeurs qui n'osent pas dire les choses, qui gardent tout, pour eux. Alors la boxe effectivement est un exutoire parce que, faire des sparring ou taper dans un sac, ça fait toujours du bien quand on n'arrive pas à dire les choses. Mais, c'est vrai que la préparation, mentale, elle, ne fait pas le travail d'un psy, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus, chacun son travail. Mais, aide à dégrossir et à comprendre son mode de fonctionnement et comment l'améliorer, dans la performance et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est cool. je pense que depuis je me rends compte, en fait, depuis qu'on a commencé, le podcast, l'intitulé, en fait, porte bien son nom, En dehors du ring. Ouais, Et en fait, hors du ring, ouais. hors du ring et là, du coup, en fait, je pointe du doigt tous les facteurs, qui font en sorte que, quand on performe ou, qu'on monte sur le ring et ouais, c'est beau. Franchement, ouais, bah, j'espère que ça sera gratifiant pour, toutes les personnes qui prêteront à l'oreille, ces petits mots. C'est surtout, dans l'exemple que tu cites, c'est que tu dis aussi que tu as accepté de te faire accompagner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se faire accompagner justement, et qui ont envie par, fierté, par ego, hein, d'y arriver tout seul, en fait. Mais on peut pas guérir de ses blessures tout seul. C'est pas possible parce qu'on n'a pas de recul extérieur. C'est vrai. Et parfois les gens pensent que y arriver tout seul alors oui, on peut y arriver sur certaines choses, on peut gérer certaines choses. Mais, hem, la guérison, pour en parler, c'est accepter de se regarder en face. C'est accepter de toucher du doigt là où ça fait mal. Non, mais c'est vrai et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même, c'est pour ça qu'on parlait, en fait, pour moi, c'est retransmettre tout le cheminement parce que c'est vrai que, on n'a pas tendance à le faire ou du moins, on est bloqué à le faire et c'est très important de pouvoir en parler parce qu'en dehors du coup du ring, il y a plein de facteurs, si tu débloques pas, tu peux pas atteindre cette excellence sur le ring et cet enlèvement du regret. Parce que du coup, il y a perdre, il y a également du coup gagner et souvent du coup quand tu perds, c'est là que ton monde s'effondre. Alors que si tu sais pourquoi tu boxes et tu as ce cheminement que tu as déjà fait, en fait, bah, tu auras une autre manière d'aborder les choses dans la défaite. Exactement et puis la défaite, amène toujours des axes d'amélioration. Exact. Donc il y a très peu quand même de d'athlètes, qui gagnent tout le temps, Bah, qui ont un parcours sans faute. Je pense qu'il y en a un ou 2, mais c'est quand même très, très rare. c'est très, très, très rare et bah, moi, j'ai connu ma première défaite, il y a maintenant, je crois, 4 mois ou 5 mois. Hem, Parce que j'étais du coup, dans les victoires et que du coup dans l'invincibilité. C'était pas une quête que j'allais chercher et mais je sais que si j'avais pas atteint cet équilibre-là, émotionnel et mental, ça m'aurait, effondré. Bah oui. Ouais, aujourd'hui, non, 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 je te C'est permets, vraiment apprendre à dis-moi. faire la différence, ouais. C'est vrai que, si tu vis mal la défaite, c'est douloureux parce que déjà le travail que vous faites en amont est, heu, est important. Ça demande beaucoup d'efforts, d'investissement, de discipline et c'est vrai que quand tout se joue sur un combat, ça peut être une grande frustration. Donc, c'est sûr que c'est important de voir cette défaite différemment, pour pas se rester bloqué, mais continuer à avancer avec des axes d'amélioration qui te permettent de devenir meilleur, par la suite, en fait. C'est ça qui est intéressant dans la préparation mentale, je trouve aussi. Après moi, je rajouterais un facteur, après ça c'est propre à moi. Il y a ce côté également en spiritualité où il y a aussi la foi qui rentre en compte. De pouvoir du coup facilement accepter, ce que tu sens que tu vas accomplir dans ta destinée ou non. Donc bah, ça, la défaite également rentre en compte. Hem, En fait, du coup, ça se rejoint avec la préparation mentale parce qu'aujourd'hui, en préparation mentale, on sait qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas.
et ça, tu apprends du coup à lâcher prise et tu fais en sorte de construire du coup ce schéma de, préparation, les choses que tu maîtrises, et que tu dois du coup faire le jour J et bah, le reste en fait, bah, nous dans la spiritualité, on dit que ça appartient à Dieu. Donc il y a ce facteur en plus quand tu boxes à un niveau, à un haut niveau, bah, tu lâches prise automatiquement et nous on parle de spiritualité et en prépa mentale, ils disent lâcher prise. Mais la foi, de toute façon, c'est ce que je dis, souvent, peu importe, les croyances, quand on croit en quelque chose, on croit avant tout en nous. Donc c'est vrai, bah, c'est de croire déjà à quelque chose. J'aimerais bien qu'on parle de ton dernier combat et donc de ta ceinture. Le tout récent, Bah, le tout récent de février. c'est bien ça. Donc tu as remis ta ceinture en jeu en février, en tant que champion de France. Donc tu es champion de France pour la deuxième fois. Exact. Comment t'es arrivé, sur le carré ce jour-là? Tu remets en jeu ta ceinture, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Donc à chaque combat, il y a cette semaine qui peut durer une semaine ou plusieurs semaines où, tu es en doute. Donc il y a avant de ma ceinture où je voulais tout faire pour devenir champion. Donc là, bah, c'était un paramètre, positif. Mais dès que du coup j'ai eu la ceinture, j'ai eu cette pression que tout le monde du coup m'attaquait. Parce que c'est ça la posture du coup du numéro un, c'est que tout le monde veut ta place. Donc bah, il m'a fallu du coup pouvoir du coup, déconstruire ce schéma-là et de pouvoir du coup l'accepter. Qu'aujourd'hui, je suis l'ennemi du coup, je suis l'homme à abattre. Donc bah, comment j'ai abordé du coup ce combat-là? C'est que du coup, bah, au début, j'avais, ce stress de du coup perdre mon trône. Et du coup, les jours, passés et cetera, donc moi je trouve le refuge déjà par la musique. À chaque prépa que je fais, il y a toujours du coup une musique que je vais m'identifier dessus, qui va me transmettre du coup des émotions positives et une projection, positive du coup de mon combat. Donc je trouve la musique, donc en gros, bah, je fais le foufou, tous les jours du coup je l'écoute, je me projette, émotionnellement et cetera. Donc au final, mentalement, ça commence à aller mieux. Et après, bah, il y a une vision qui m'est apparue comme quoi, en fait, tu le champion. Aujourd'hui, en fait, si t'as pas triché, tu vas rester champion. Dans le sens où tu as déjà fait le travail, tu connais le cheminement et aujourd'hui, bah, celui qui voudra ta place, faut qu'il en fasse plus que toi. Donc aujourd'hui, bah, je boxe, avec, moins de pression parce que je sais comment faire pour pouvoir, du coup, boxer en tant que champion et celui qui veut ma place, bah, il doit venir, du coup, en faire plus que moi et je serai prêt, du coup, à pouvoir lui donner une guerre s'il veut la faire. Donc j'avais pas trop de pression et ça s'est ressenti, du coup, sur mon combat. C'est que j'ai maîtrisé, du coup, tous les rounds et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai moins cette pression-là et ça s'est ressenti parce que j'ai gagné presque tous les rounds avec, maîtrise et contrôle de mon adversaire. Super. Et j'aimerais bien rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, on parlait justement de que tu boxais avec la rage, mais boxer avec la rage, ce n'est pas boxer avec la colère et parfois les gens confondent un peu les 2. C'est comme faiblesse et vulnérabilité, Oui, heu, parce que la colère finalement, elle t'empêche, d'être lucide. Et la préparation mentale, en fait, elle aide à faire cette différence-là, à t'amener de la lucidité en combat. Tu disais tout à l'heure que ça t'aidait dans ta vie au quotidienne, quotidien, ouais. mais aussi en combat du coup, parce que si tu gagnes tous tes rounds et si tu es lucide, heu, c'est que le travail que tu as fait en amont avec la prépa, mentale, t'a permis, mmh, d'arriver à ça. Est-ce que tu as vu vraiment un basculement justement entre ta rage d'avant, on va dire, et celle de maintenant? Oui. Et du coup, grâce du coup à ma rencontre avec mon préparateur du coup mental, heu, on a su, grâce du coup à la verbalisation des choses, pour pouvoir du coup me libérer de cette colère. Donc c'est ce que je répondrais et par rapport du coup à la rage est un moteur p quand on apprend du coup à maîtriser ses gestes, automatiquement du coup on maîtrise également sa colère. D'où pourquoi c'est un bon sport.
qui sert à cette contrôle émotionnel. Merci. Tu t'entraînes beaucoup? Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Un rythme régulier comme tous les professionnels, 2 fois dans la journée et quand le corps n'en peut plus et que tu sens que tu dois faire une pause, bah, tu t'en fais qu'un. Mais mais on essaie d'être discipliné à pouvoir, maintenir les 2 entraînements du coup dans la journée et afin de renforcer du coup le corps et l'esprit, à se préparer. Donc tout le monde ne peut pas être, boxeur parce que derrière il y a un cheminement qui s'est construit et qui fait en sorte qu'on est plus résistant aux coups, plus endurant et à faire du coup, ce métier. Je reviens sur, ta ceinture que tu as gardée. Quand tu l'as eue dans les mains, qu'est-ce que tu as pensé? Quand tu as défendu ton titre et que tu l'as gardée, à quoi tu as pensé? La première fois, j'ai pensé beaucoup de choses, mais pas la deuxième fois. La deuxième fois, c'était une concrétisation des choses. C'est qu'aujourd'hui, à D'accord. chaque fois que je vais la défendre, c'est du coup, chercher cette, heu, confirmation que du coup, c'est moi le champion et il y a ce truc que je dis beaucoup, c'est que, aujourd'hui, ma discipline est de pouvoir boxer et de garder cette ceinture et de la laisser quand je voudrais que je la laisse, que ce soit elle qui me quitte. Là, oui, je rentrerai dans un état où un peu plus douloureux, mais aujourd'hui, pour pas avoir de regrets, je fais tout pour pouvoir ne plus garder cette ceinture. Donc c'est le sentiment que j'ai ressenti, j'ai atteint ma mission. Donc tu es prêt à défendre ce titre combien de fois? Le temps qu'il faudra avant qu'il y ait d'autres propositions, parce que c'est un peu complexe, la boxe, donc tous les boxeurs le savent. Donc c'est un peu complexe, donc aujourd'hui, j'ai des opportunités de pouvoir boxer pour la ceinture. Donc on va tout faire pour pouvoir boxer, le plus de fois possible avant de passer à autre chose et heu et voilà. Est-ce que, tu aurais un message à transmettre aux jeunes boxeurs, ou boxeuses qui ont envie de passer pro comme toi aujourd'hui? Quel est le conseil, judicieux que tu pourrais leur donner? Un conseil non, mais une phrase, que je mets beaucoup en avant, c'est que, c'est pas la ceinture qui fait de toi un champion. C'est qu'à partir du moment où tu combats et tu n'abandonnes jamais dans ta vie, c'est là que tu deviens un champion. Donc oui, ça c'est juste des accomplissements, et des quêtes personnelles qu'on a au fond de soi et tout le monde n'arrivera pas. Justement, c'est pour pouvoir le souligner et de dire que, OK, on est des exemples, mais on doit plus être une source d'inspiration, aux personnes qui doivent du coup trouver leur voie. D'accord, et je rebondis là-dessus parce que tu es, prof de PS, mais tu es aussi, éducateur, social, hein? Et donc qu'est-ce que tu leur transmets à ces enfants que toi, tu n'as pas reçu? Déjà le fait de pouvoir exprimer les choses, être un repère pour eux et d'enlever cette casquette d'hiérarchie entre les âges. Ça, bah, c'est ce qui m'a peiné. Donc j'en ai écrit un livre 9 mois où, j'ai rédigé toutes les choses, heu, que je dois transmettre et que j'aurais aimé qu'on puisse du coup me transmettre quand j'étais jeune. Donc ce livre du coup, est, pour ma fille. Donc aujourd'hui, bah, c'est une bible de plein d'enseignements. Donc aujourd'hui, bah, je cherche pas à transmettre, je suis ce que je suis automatiquement, du coup on s'identifie à moi. Heu, Parce que j'ai construit ce côté, discipline, j'ai construit ce côté valeur, hem, ce côté du coup, modèle, exemple et dans tous les domaines et c'est ce qui me représente et j'ai une marque également que j'ai créée, Le Carré, parce que j'inspire tout le temps à être droit, à chercher l'excellence et l'exemplarité. Donc ces 2 slogans-là, c'est ce que je transmets. Dernière question, Eprem, si tu pouvais parler au garçon que tu étais en arrivant en France, tu lui dirais quoi à ce petit garçon? Je dirais à cet enfant, que j'étais, hem bah, c'est de pouvoir, suivre ce qu'il a, au fond de lui, en fait.
mais parce que il a pas la sagesse que j'ai aujourd'hui, donc mais je le dirais de pouvoir, suivre ce qu'il a au fond de lui et de rester juste et droit et Merci c'est ce qui Eprem, sauve on un va homme, en tout terminer cas. sur ces belles paroles. Oui, Merci, c'est ce qui sauve un homme. un homme, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eprem, bah, je te souhaite bonne continuation et plein de jolis Merci, projets et plein de beaux combats. merci. Ah bah, je t'en prie, merci, c'était un plaisir de te recevoir dans Hors du ring. Merci et ça me touche moi de laisser ma graine et dans ce genre de d'initiative et projet et que ça ait de l'impact et et j'aurais encore plus dû contribuer à ma mission de pouvoir transmettre. Bah, c'est génial et moi aussi ça me touche beaucoup que tu aies accepté. Merci en tout cas. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, les coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!